La brume d'hiver s'accrochait aux vignes nues comme un linceul. J'étais là. Debout sur le perron du domaine. Le souffle court dans l'air glacial de Bordeaux. Devant moi. 3 valises. Pas les miennes. Les leurs. La petite valise en cuir usé de Léo. Celle qu'il avait pour son premier voyage d'affaires. La malle rose poudrée de Chloé. Couverte d'autocollants des hôtels de luxe où elle avait séjourné. Et le sac à dos en toile de Julien? Maculé de taches de peinture? Témoin silencieux de ses rêves d'artiste. J'ai sorti de ma poche un petit enregistreur vocal. Un vieil appareil que j'utilisais autrefois pour dicter des notes sur les récoltes. J'ai appuyé sur le bouton rouge. On dit que le temps guérit toutes les blessures. Ma voix était un murmure rauque. Brisé par le froid et autre chose. Pour moi. Il ne fait que creuser le silence. Le silence qu'ils ont laissé derrière eux. La pièce est terminée. Le rideau est tombé. Mais je n'entends aucun applaudissement. Seulement l'écho de leurs derniers mots. Et le poids de ce que j'ai fait. Est-ce que ça en valait la peine? Je ne sais toujours pas. Pour le comprendre, il faut revenir en arrière. 6 mois plus tôt. Quand tout a commencé. Le souvenir est encore vif. Presque palpable. C'était une douce soirée de la fin du mois d'août. Le soleil se couchait sur mes vignes, baignant les rangs de cèpes d'une lumière dorée et apaisante. L'air était chargé du parfum de la terre chaude et des raisins qui commençaient à peine à mûrir. Au domaine du bois, c'était une soirée sacrée. L'anniversaire de la mort d'Hélène. Ma femme. 5 ans déjà. La grande salle à manger était impeccable. La longue table en chêne massif, polie jusqu'à refléter les flammes des chandeliers, était dressée pour 4. L'argenterie de famille scintillait. Les verres en cristal attendaient le premier cru que j'avais choisi spécialement. Un millésime de l'année de sa disparition. Tout était parfait. Silencieux. Terriblement silencieux. Les 3 chaises vides semblaient me narguer. Des fantômes à mon festin de solitude. Je regardais son portrait, suspendu au-dessus de la cheminée en marbre. Hélène souriait. Ses yeux pétillaient de la même malice que le jour où je l'avais rencontrée. C'est pour elle que je tenais. Pour l'héritage que nous avions bâti ensemble. À partir de quelques hectares de terre et de beaucoup de sueur. Un héritage qu'elle avait tant aimé. J'ai pris mon téléphone. Le cœur lourd. J'ai composé le numéro de Léo. Mon fils aîné. Il a décroché à la 3e sonnerie. Sa voix était pressée. Professionnelle. Papa? Tout va bien? Je suis en pleine réunion. Une réunion? Un samedi soir? Ai-je demandé? Essayant de garder ma voix neutre. Des partenaires japonais. Tu sais comment ils sont. Le décalage horaire. Les affaires n'attendent pas. Je ne pourrai pas passer ce soir. Je suis désolée. Je savais qu'il mentait. Mon instinct, affûté par 40 ans de négociations, ne me trompait jamais. Il y avait une fausse note dans sa voix. Plus tard, j'apprendrai qu'il dînait à Bordeaux, à quelques kilomètres de moi. Pas avec des Japonais, mais avec Henri Mercier. Notre plus grand rival. Un vautour qui tournait autour de mon domaine depuis des années. Très bien. Léo. Bon travail. Ai-je répondu? La gorge serrée. N'oublie pas pourquoi nous faisons tout ça. Ne t'inquiète pas. Papa. Je gère. Il a raccroché. Il gérait. Oui. Mais pour qui? Pour nous. Ou pour lui-même? La question flottait dans l'air. Amère comme un vin bouchonné. Mon doigt a glissé sur l'écran. Chloé.
Ma fille. Ma princesse. La musique de salon en fond sonore m'a indiqué qu'elle n'était pas non plus en train de méditer sur le passé. Papa. Mon chéri. Sa voix était enjouée. Un peu trop. J'allais justement t'appeler. Dis-moi. Est-ce que tu as fait le virement pour le traiteur? Antoine et sa mère sont un peu stressés. Tu sais. Un mariage dans la noblesse. C'est beaucoup de pression. Antoine de Villeroy. Son fiancé. Un vicomte dont le titre était la seule chose qui n'était pas en faillite. Je serrais les dents. Chloé. Nous en avons déjà parlé. Le budget est déjà considérable. Mais papa. C'est l'image de la famille. Pense à ce que les gens diront si le champagne n'est pas à la hauteur. Il me faut une rallonge. Juste une petite. J'ai fermé les yeux. Chloé. Sais-tu quel jour nous sommes? Il y eut un silence. Je pouvais presque l'entendre chercher dans sa mémoire. Entre un rendez-vous chez le coiffeur et un essayage de robe. Samedi? C'est le jour de ta mère? Ai-je dit doucement. 5 ans. Un soupir agacé a traversé le téléphone. Oh. Papa. Je suis désolée. J'avais complètement oublié. Mais tu sais. Les morts sont morts. Les vivants. Eux. Ont des mariages à organiser. Je t'en prie. Pour le virement. Fais-le pour moi. Et pour maman. Elle aurait voulu que je sois heureuse. La cruauté involontaire de ces mots m'a frappée comme une gifle. Elle utilisait la mémoire de sa mère pour justifier sa superficialité. J'ai senti une colère froide monter en moi. Une colère que je n'avais pas ressentie depuis des années. Nous en reparlerons. Ai-je dit d'une voix blanche avant de mettre fin à l'appel. L'image de la famille. Elle ne savait pas à quel point elle était en train de la détruire. Il restait Julien. Mon plus jeune. L'artiste. Le rebelle qui vivait à Paris. Loin des vignes et des responsabilités. Quand il a répondu. Le bruit était assourdissant. De la musique électronique. Des éclats de voix. Le tintement des verres. Allô? Papa? Je t'entends à peine. A-t-il crié pour couvrir le vacarme. Julien? Où es-tu? Au vernissage d'un ami. Dans le Marais. C'est incroyable. Il faut que je te laisse. Je dois réseauter. Julien? Une minute. Je voulais juste te parler de ta mère. Maman? Oui. Oui. Je pense à elle. Toujours. Écoute. Je te rappelle demain. D'accord? Promis. Là. Je peux vraiment pas. Ciao. La ligne a coupé. Promis. Un mot qui, dans sa bouche, avait perdu toute sa valeur. Je suis resté là. Le téléphone à la main. L'écran noir reflétant mon visage fatigué. La solitude dans cette pièce immense était devenue une présence physique. Une chose lourde et oppressante. 3 enfants. 3 étrangers. Léo. L'ambitieux qui me voyait comme un obstacle. Chloé. La narcissique qui me voyait comme un portefeuille. Et Julien. Le fuyard. Qui ne me voyait tout simplement pas. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'au portrait d'Hélène. Ses yeux semblaient me regarder avec une infinie tristesse. Regarde ce qu'ils sont devenus. Hélène? Ai-je murmuré. Nos enfants. Ils ont tout eu. L'amour. L'éducation. L'argent. Et pour quel résultat? Des étrangers qui portent mon nom.
Ils picorent l'héritage comme des oiseaux de proie, sans jamais comprendre la sueur et les larmes qui ont nourri cette terre. Ils ne voient que les grappes, pas les racines. J'ai senti une larme rouler sur ma joue. Une larme de chagrin, mais aussi de rage. Une rage froide, lucide. J'avais passé ma vie à construire, à protéger. Et je réalisais soudain que la plus grande menace pour mon œuvre ne venait pas de la météo, ni de la concurrence, ni des maladies de la vigne. Elle venait de mon propre sang. Ce soir-là, quelque chose s'est brisé en moi. Le père aimant et patient a commencé à mourir, laissant la place à autre chose. Un vieil homme qui avait vu trop de saisons pour croire encore au miracle. Un vigneron qui savait qu'une branche malade, si on ne la taillait pas, pouvait contaminer toute la vigne. Ma décision était prise. Elle était radicale. Cruelle? Peut-être. Mais nécessaire. Ils ne comprenaient pas la valeur de ce qu'ils avaient. Très bien. J'allais le leur enlever. Pour leur apprendre? Ou pour me sauver? Je n'étais pas encore sûre. Je suis retournée à la table. J'ai ignoré les assiettes vides et j'ai composé un dernier numéro. Celui de mon plus vieil ami. Mon avocat. Bastien? C'est Alain. Alain. Tu vas bien? Bonne soirée j'espère. Sa voix était chaude. Amicale. Un baume sur mes plaies ouvertes. Non. Bastien. Ce n'est pas une bonne soirée. Mais elle sera peut-être utile. J'ai besoin de toi. Viens au domaine dès que tu peux. Demain matin? À la première heure. C'est si urgent? Un problème avec le contrat américain? J'ai eu un sourire sans joie. Le problème est bien plus proche que l'Amérique. Mon ami. Il est dans mes murs. Écoute-moi bien. J'ai besoin de tes talents. Pas seulement l'avocat. L'acteur aussi. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Alain? De quoi parles-tu? Nous allons monter une pièce de théâtre. Bastien? Ai-je dit? Ma voix retrouvant une fermeté que je ne me connaissais plus. Une grande tragédie familiale. Et mes enfants en seront les acteurs principaux. Sans même le savoir. La partie venait de commencer. Le vieil homme était peut-être fatigué, mais le loup n'était pas encore mort. Les semaines qui suivirent furent celles d'une étrange attente. D'un calme avant la tempête. Je continuais à gérer le domaine, à parcourir mes vignes chaque matin, à goûter le vin dans les chais. Mais sous la surface de la routine, le plan que Bastien et moi avions élaboré prenait forme, se ramifiait comme les racines de mes plus vieux cèpes. C'était un plan audacieux, dangereux. Un coup de poker joué avec mon propre cœur. Bastien, après un long silence et un regard chargé de doute, avait fini par accepter. S'il n'y a que ça pour leur ouvrir les yeux. Avait-il soupiré. Mais fais attention. Alain. En jouant avec le feu, on finit souvent par se brûler. Je le savais. Mais j'étais déjà en cendres. Léo fut le premier à bouger ses pions. Exactement comme je l'avais anticipé. Il est revenu à Bordeaux plus souvent, sous prétexte de m'épauler et de moderniser la gestion. Je le laissais faire. Je l'observais. Depuis mon grand bureau en chêne où son grand-père avait signé ses premières ventes. Il parlait de synergie, de marketing digital, de valorisation des actifs. Il utilisait des mots anglais qui sonnaient creux dans ce lieu chargé d'histoire. Il ne voyait pas le terroir. Il voyait un bilan comptable. Il ne sentait pas le vin. Il calculait des marges. La première trahison concrète ne tarda pas.
Nous étions en phase finale de négociation pour un contrat d'exclusivité majeur avec une chaîne d'hôtels de luxe aux États-Unis. Un contrat qui pouvait assurer notre avenir pour la décennie à venir. Léo était en charge du dossier. Il me présentait des rapports optimistes, tout en me déconseillant de contacter directement nos partenaires américains. Laisse-moi faire. Papa. Leur culture des affaires est différente. Il faut être agressif, mais subtil. Une semaine avant la signature, coup de théâtre. Les Américains se sont retirés. Sans explication claire. 2 jours plus tard, j'apprenais par une de mes sources à Bordeaux que la maison Mercier venait de signer un contrat quasi identique avec eux. Pour un prix légèrement inférieur. Et avec une clause que Léo avait oublié de mentionner dans nos discussions, la cession d'une petite partie de nos droits de distribution en Asie. Un détail crucial. Le puzzle s'est assemblé dans mon esprit. Léo n'avait pas perdu le contrat. Il l'avait saboté. Il avait fait fuiter nos conditions pour permettre à Mercier de nous doubler. Pourquoi? Pour me prouver que mes méthodes étaient dépassées. Pour créer une crise et se présenter ensuite comme le sauveur. Le venin de l'ambition était plus fort que les liens du sang. Quand je l'ai confronté, il a nié avec un aplomb qui m'a glacé. C'est la faute de ta gestion trop conservatrice. Je t'avais prévenu. Mercier est plus agile. Plus moderne. Il n'a pas crié. Pire. Il m'a parlé avec une sorte de pitié condescendante. Comme si j'étais un vieillard sénile qu'il fallait ménager. C'est à ce moment que j'ai compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Pendant ce temps, à Paris, Chloé vivait dans sa bulle de champagne et de soie. Ses appels n'étaient qu'une litanie de dépenses. Le photographe du mariage, le fleuriste, le DJ. Chaque poste était une occasion de réclamer plus. Elle a commencé à utiliser les réseaux sociaux pour mettre en scène sa vie de future vicomtesse. Des photos d'elle et d'Antoine sortant des boutiques de la place Vendôme. Des stories de leur dîner dans des restaurants étoilés. Le nom Dubois était toujours bien visible. Associé au titre de Villeroy. Elle ne vendait pas seulement son bonheur. Elle vendait mon nom. Mon héritage. Pour redorer un blason terni. La goutte d'eau fut un article dans un magazine mondain. Un portrait pleine page de Chloé et de son fiancé. Posant devant la fontaine du Trocadéro. Le titre, Quand le nouveau monde rencontre l'ancien, le mariage qui unit la puissance de Bordeaux à l'élégance de la vieille France. Dans l'interview, elle parlait de l'empire viticole familial avec une désinvolture déconcertante. Comme si elle parlait d'un accessoire de mode. Elle y annonçait une surprise pour le mariage, une cuvée spéciale. Créée pour l'occasion. Qui porterait le nom Cuvée Antoine et Chloé. Elle n'avait même pas pris la peine de m'en parler. Mon vin. Le fruit de mon travail. Réduit à un gadget marketing pour son ascension sociale. Je n'ai pas appelé pour la réprimander. À quoi bon? J'ai simplement découpé l'article et je l'ai posé sur mon bureau. Une pièce à conviction de plus dans le procès silencieux que j'instruisais contre mes propres enfants. Et Julien. Julien était le plus complexe. Le plus insaisissable. Un après-midi. Il est passé au domaine à l'improviste. Ce qui était rare. Il avait l'air fatigué. Les yeux cernés. Il errait dans la maison comme un étranger. Touchant les meubles. Regardant par les fenêtres. Je l'ai trouvé dans la bibliothèque. Fixant une photo de lui. Léo et Chloé enfants. Riant aux éclats avec leur mère dans les vignes. Ça te manque? Lui ai-je demandé. Il a sursauté. Quoi? Non. Je passais juste dans le coin. Nous avons parlé un peu. De son art. De ses projets. Il était vague. Évasif. Puis,
Alors qu'il s'apprêtait à repartir, il a hésité. Papa. Fais attention à Léo. Ces quelques mots, lâchés à voix basse, m'ont transpercé. Que veux-tu dire? Il a secoué la tête. Rien. Juste. Il est ambitieux. Parfois trop. Il pense savoir mieux que tout le monde. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Sais-tu quelque chose? Julien? La peur a traversé son regard. La peur de son frère? La peur de mon jugement? La peur de perdre son confort. Il a baissé les yeux. Non. C'est juste une impression. Bon. Il faut que j'y aille. Mon train. Il est parti aussi vite qu'il était venu. Plus tard, Bastien, grâce à quelques discrètes investigations, a découvert la vérité. Julien avait bien surpris une conversation téléphonique entre Léo et un de ses contacts chez Mercier. Il connaissait l'étendue de la trahison de son frère. Mais Léo lui avait fait une promesse, une fois qu'il serait à la tête du domaine, il lui verserait une allocation mensuelle bien plus généreuse pour financer son génie artistique. Julien avait choisi le silence. Il avait vendu sa conscience pour 30 deniers par mois. Son avertissement n'était pas un acte de loyauté envers moi, mais une tentative d'apaiser sa propre culpabilité. Les 3 pièces du puzzle étaient en place. L'ambition, la vanité, la lâcheté. Mes 3 enfants, mes 3 échecs. Le lendemain matin, j'ai mis mon plan à exécution. Je ne suis pas allé aux vignes. Je suis resté au lit, me plaignant d'un terrible mal de tête et de vertige. Maria, ma gouvernante, qui était au domaine depuis ma naissance, s'est affolée. J'ai joué la comédie de mon mieux, parlant avec difficulté, semblant confus. Appelez le docteur Leroy. Ai-je réussi à articuler? Et dites-lui de venir tout de suite. Le docteur Leroy était un vieil ami. Le seul, avec Bastien, à être dans la confidence. Il est arrivé 1 heure plus tard, son visage affichant une mine grave et professionnelle. Il m'a examiné longuement, a pris ma tension, a écouté mon cœur. Son diagnostic, prononcé d'une voix forte pour que Maria l'entende bien depuis le couloir, a été sans appel. Alain, ce que tu décris ressemble fort à un accident ischémique transitoire. Un AIT. C'est un sérieux avertissement. Un mini AVC, si tu préfères. Le stress, la fatigue. Il faut que tu te reposes. Absolument. Il m'a prescrit du repos complet et m'a interdit de m'occuper des affaires du domaine pendant plusieurs semaines. Le premier coup de tonnerre venait de retentir. La nouvelle, comme je le savais, allait se répandre comme une traînée de poudre. Bastien s'est chargé de l'annoncer aux enfants. Un par un. Sa voix était grave, mesurée. Il leur a expliqué la situation, insistant sur la gravité de mon état et sur le fait que les médecins craignaient une récidive bien plus sévère si je ne levais pas le pied. J'attendais, allongé dans mon lit, dans la pénombre de ma chambre. Je n'attendais pas leur amour, ni leur compassion. J'attendais leur réaction. Car je savais que pour des prédateurs, l'odeur du sang n'est pas un motif de tristesse. C'est une invitation à se rapprocher de la proie affaiblie. Et ma faiblesse, qu'elle soit réelle ou feinte, allait enfin révéler leur vraie nature au grand jour. La pièce de théâtre ne faisait que commencer, et le rideau allait bientôt se lever sur le premier acte de leur cupidité. L'hôpital privé Bel Air, niché dans un quartier chic de Bordeaux, devint ma nouvelle scène. Ma chambre, spacieuse et impersonnelle,
donnait sur un parc bien entretenu où des visiteurs se promenaient sans se soucier du drame qui se jouait à l'étage. Avec la complicité du docteur Leroy et du directeur de l'établissement, un vieil ami de la famille, tout était parfaitement orchestré. Mon dossier médical mentionnait un syndrome confusionnel post-AIT. Des termes vagues mais inquiétants qui justifiaient ma présence et mon état apparent. J'avais appris mon rôle par cœur, celui d'un patriarche diminué, dont l'esprit autrefois si vif était désormais embrumé. Je parlais lentement. Je cherchais mes mots. Je fixais des points invisibles dans la pièce. Parfois, je feignais de ne pas reconnaître une infirmière que j'avais vue 10 minutes plus tôt. Léo fut le premier à arriver. Il entra dans la chambre sur la pointe des pieds, son visage arborant un masque de circonstance, un mélange de tristesse et d'inquiétude filiale. Il portait un costume impeccable, comme s'il venait directement d'une réunion du conseil d'administration. Il s'assit au bord de mon lit. « Papa ? Comment te sens-tu » Je l'ai regardé, plissant les yeux comme si j'avais du mal à faire la mise au point. « Léo. C'est toi. » Son expression se crispa imperceptiblement. « Oui. Papa. C'est moi. Je suis là. J'ai mal à la tête. » Ai-je marmonné. Et je suis fatigué. Le docteur a dit. Il a dit que je devais me reposer. Mais le domaine. Les vignes n'attendent pas. C'était l'ouverture que je lui offrais. Il l'a saisie aussitôt. Ne t'inquiète pour rien. Papa. Absolument rien. Je vais tout prendre en main. Tu dois te concentrer sur ta guérison. C'est le plus important. Sa main se posa sur la mienne. Elle était froide, dénuée de toute chaleur. Pendant les 2 jours suivants, il fut un fils modèle. Il passait des heures dans ma chambre, triant des papiers, passant des appels urgents, tout en me parlant d'une voix douce et rassurante. Mais je n'étais pas dupe. Je le voyais, du coin de l'œil, observer mes réactions, évaluer mon degré de lucidité. Un soir, alors que je feignais de sommeiller, je l'ai entendu parler à voix basse au téléphone dans le couloir. Non. Il n'est vraiment pas bien. Il confond les dates, les noms. Bastien est là. Mais il est dépassé. Il va falloir prendre des décisions. Rapidement. Oui. Prépare les documents pour une tutelle. Juste au cas où. Il faut protéger le patrimoine. Protéger le patrimoine. Ou plutôt, s'en emparer. Le loup ne perdait pas de temps. Chloé arriva le surlendemain, dans un tourbillon de parfums chers et de bagages de luxe. Elle pleurait. De grosses larmes qui coulaient sur ses joues parfaitement maquillées sans abîmer son mascara. C'était une performance remarquable. Papa. Oh. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Elle se jeta à mon cou. Sa voix brisée par les sanglots. Je lui ai caressé les cheveux, jouant le père ému et confus. Ma chérie. Tu es venue. De Paris. Bien sûr que je suis venue. Dit-elle en se reculant, sortant un mouchoir en soie de son sac. J'ai tout annulé. Tout. Tu es plus important que n'importe quoi. Elle resta 1 heure. 30 minutes à se plaindre de son voyage en train. 10 minutes à critiquer la décoration de la chambre. Et 20 minutes à parler de l'essentiel. Papa. Commença-t-elle d'une voix mielleuse. Je sais que ce n'est pas le moment. Mais avec tout ça. Le mariage. Antoine et sa famille sont très inquiets. Pour toi. Bien sûr. Mais aussi. Pour l'organisation. Tu comprends ? Sans toi pour tout superviser. Et pour
Enfin. Pour les finances. Tout risque de s'effondrer. Elle me regardait avec ses grands yeux implorants. L'argent. Ai-je répété comme un écho. Oui. Bastien dit que tes comptes sont bloqués pour l'instant. Par mesure de précaution. C'est absurde. Comme si tu n'avais plus toute ta tête. Dis-lui de me donner une procuration. Juste pour les dépenses du mariage. C'est ce que tu veux. N'est-ce pas? Mon bonheur? Je n'ai pas répondu. J'ai simplement fermé les yeux, feignant une vague de fatigue. Elle a soupiré. Exaspérée. D'accord. Repose-toi. On en reparlera quand tu iras mieux. Mais ne tarde pas trop. Papa. L'horloge tourne. Elle est partie en laissant derrière elle un sillage de Chanel numéro 5 et un goût de cendre dans ma bouche. Julien fut le dernier. Il arriva en fin de semaine. L'air d'un chien battu. Pas de costume. Pas de larmes théâtrales. Juste un jean usé. Un t-shirt noir et une culpabilité si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Il resta silencieux un long moment. Debout près de la fenêtre. Regardant la pluie qui commençait à tomber. Ils disent que c'est le stress. Dit-il finalement. Sans se retourner. Le travail. Ai-je soufflé? Il se tourna vers moi. Ses yeux étaient rougis. De tous. Il était le seul qui semblait sincèrement affecté. Mais par quoi? Par mon état? Ou par les conséquences que cela aurait sur sa vie? Je suis désolée. Papa. Pourquoi? Ce n'est pas ta faute. Si. Un peu. Nous tous. On aurait dû être plus présents. Moins. Il ne termina pas sa phrase. Il s'est approché. A pris une chaise. Il m'a parlé de Paris. De son art. Il essayait de me distraire. De créer une normalité. Mais l'angoisse perçait sous chaque mot. Léo veut prendre le contrôle. A-t-il fini par lâcher? Il dit que c'est pour ton bien. Pour protéger le domaine. Mais je ne le crois pas. Et toi? Qu'en penses-tu? Ai-je demandé? Le testant. Il a hésité. Le conflit était visible sur son visage. La loyauté filiale contre la peur de son frère et l'appât du gain promis. Je ne sais pas. A-t-il bafouillé? C'est compliqué. Léo est un homme d'affaires. Il sait ce qu'il fait. Peut-être qu'il a raison. Il faut quelqu'un de fort à la tête de l'entreprise en ce moment. Il venait de choisir son camp. La peur avait gagné. Il avait choisi la sécurité que Léo lui promettait plutôt que l'incertitude de me défendre. Ma solitude était désormais complète. J'étais entourée de mes 3 enfants. Mais j'étais plus seule que jamais. Chacun d'eux, à sa manière, avait déjà commencé à faire le deuil. Pas le deuil de leur père, mais le deuil de la source de leur confort. Et ils s'activaient déjà pour sécuriser la suite. Une semaine après mon admission, j'ai lancé la 2e phase de mon plan. J'ai convoqué Bastien et Léo dans ma chambre. J'ai joué le rôle du vieil homme qui, sentant ses forces décliner, tente de mettre de l'ordre dans ses affaires. Léo, ai-je dit d'une voix tremblante. Tu as raison. Je ne peux plus gérer. Le domaine. Il a besoin d'un chef. Mais je ne veux pas que Mercier. Que ces vautours profitent de ma faiblesse. Le regard de Léo s'est illuminé. J'ai réfléchi. Ai-je continué? Il y a ce petit lopin de terre. La parcelle des amandiers. Elle est un peu à l'écart. Les cèpes sont vieux. Le rendement est faible. Mais Mercier la veut depuis des années.
Il dit que le terroir y est exceptionnel. Et alors? Demanda Léo. Impatient. Vends-la lui. Léo et Bastien m'ont regardé. Incrédule. Bastien jouait son rôle à la perfection. Alain? Tu es sûr? Dit l'avocat. Cette parcelle est historique. Ton père y tenait plus que tout. Mon père est mort. Ai-je répliqué avec une fausse irritation. J'ai besoin de liquidité. Pour Chloé. Pour son mariage. Pour rassurer les banques. Vends-la. Prends ce que Mercier en offre. Je veux que ce soit fait vite. Léo, après une seconde de surprise, a affiché un sourire entendu. Il pensait comprendre. C'était la preuve ultime que j'avais perdu la tête. Vendre une des parcelles les plus symboliques du domaine à notre pire ennemi? C'était une folie. Une folie qui servait parfaitement ses plans. C'est une excellente idée. Papa, a-t-il dit avec un empressement suspect. C'est une décision courageuse. Un signe de pragmatisme. Je m'en occupe personnellement. Tu peux compter sur moi. Il est sorti de la chambre. Son téléphone déjà à l'oreille. Appelant sans doute Mercier pour lui annoncer la bonne nouvelle. Quand la porte s'est refermée, j'ai échangé un regard avec Bastien. Aucun mot n'était nécessaire. L'appât était lancé. Le piège était en place. Léo pensait que je lui donnais les clés du royaume. En réalité, je lui tendais la pelle avec laquelle il allait creuser sa propre tombe. Et la mienne? Par la même occasion. Car chaque mensonge, chaque acte de cette comédie macabre, me coûtait un peu plus de mon âme. La nouvelle de la vente de la parcelle des Amandiers a eu l'effet d'une bombe dans le petit monde viticole de Bordeaux. C'était bien plus qu'une simple transaction immobilière. C'était un symbole. C'était comme si la famille royale d'Angleterre vendait un morceau du jardin de Buckingham Palace. Les rumeurs se sont mises à enfler à la vitesse d'un feu de brousse. Dubois est fini. Le vieil homme a perdu la tête. Son fils essaie de sauver les meubles. Mais c'est trop tard. Léo orchestrait cette symphonie macabre avec un talent certain. Il donnait des interviews à la presse locale spécialisée. Le visage grave. Parlant de la douloureuse mais nécessaire restructuration du domaine. Il laissait entendre que d'autres sessions pourraient suivre. Il ne m'attaquait jamais de front. Au contraire, il me couvrait d'éloges. Parlant de mon héritage exceptionnel qu'il fallait désormais adapter aux réalités du marché moderne. Chaque mot était une pelletée de terre de plus sur mon cercueil symbolique. Il se construisait une image de successeur responsable et visionnaire, contraint de prendre des mesures impopulaires à cause de la gestion erratique d'un père malade. De mon lit d'hôpital, je suivais le spectacle avec une fascination morbide. Bastien me tenait informé de tout. La vente s'était conclue rapidement. Mercier, trop heureux de l'aubaine, n'avait pas trop cherché à négocier. Il avait payé un bon prix, mais un prix bien en deçà de la valeur stratégique et historique de cette terre. L'argent a été viré sur les comptes de l'entreprise. Léo a immédiatement utilisé une partie de cette somme pour rembourser des dettes à court terme, des dettes mineures qu'il a présentées au conseil d'administration comme des gouffres financiers menaçant notre survie. Ma performance d'acteur devenait de plus en plus exigeante. Je devais paraître de plus en plus confus, de plus en plus déconnecté. Lors d'une visite de Léo, j'ai volontairement confondu le nom de sa femme avec celui de sa première petite amie. Du temps du lycée. Il m'a corrigé doucement, mais j'ai vu dans ses yeux une lueur de satisfaction. La preuve de mon incapacité était là. Tangible. Les confrontations les plus difficiles étaient avec Chloé. L'argent de la vente ne lui suffisait pas. Elle revenait sans cesse à la charge, me harcelant au téléphone,
ou lors de ses visites éclairs entre deux essayages à Paris. Papa. Léo a tout bloqué. Se plaignait-elle. Il dit que l'argent doit servir à consolider l'entreprise. Mais mon mariage alors? C'est aussi l'image de l'entreprise. La famille Villeroy commence à trouver ça suspect. Il se demande si nous ne sommes pas au bord de la faillite. Léo. Léo gère. Je répondais d'une voix lasse. Fais confiance à ton frère. Lui faire confiance? C'est un tyran. Il ne pense qu'à son pouvoir. Il a toujours été jaloux de moi. De mon bonheur. Tu dois intervenir? Papa. Tu es encore le chef. Non. Chaque mot était un poignard. Elle ne me voyait pas comme son père malade, mais comme un outil qu'elle ne parvenait plus à manipuler. Un soir, la discussion a dégénéré. Tu ne m'as jamais aimé? A-t-elle crié dans le téléphone, sa voix devenant hystérique. Tu n'as toujours aimé que t'évigner ton nom. Léo est comme toi. Vous êtes obsédé par ce stupide domaine. Moi. Je veux juste vivre. Vivre. Ou dépenser? Ai-je laissé échapper? Ma patience atteignant ses limites. Il y eut un silence glacial. Puis elle a raccroché brutalement. La communication était rompue. Pendant ce temps, Julien s'était muré dans son silence à Paris. Il ne venait plus me voir. Ses appels se sont espacés. Quand je parvenais à le joindre, il était distant. Mal à l'aise. Bastien m'a appris que Léo lui faisait des virements réguliers. Plus importants qu'auparavant. L'argent du silence. L'argent de la trahison. Julien avait accepté le pacte. Il avait choisi de croire à la version de son frère. Parce que c'était la plus confortable. Il se persuadait sans doute qu'en ne prenant pas parti, il restait neutre. Mais la neutralité, face à l'injustice, est déjà une complicité. Le plan de Léo avançait inexorablement. L'étape suivante était de me discréditer auprès de mes plus anciens collaborateurs. Il a organisé une réunion avec les cadres dirigeants du domaine. Je n'étais évidemment pas invité. Étant convalescent. Il leur a présenté un tableau apocalyptique de la situation financière, enjolivant les difficultés, sortant de vieux dossiers du contexte. Il a insinué que j'avais pris des décisions irréfléchies bien avant mon accident, que ma lucidité déclinait depuis des mois. Jean-Pierre, mon maître de chais, un homme qui travaillait avec moi depuis 30 ans, a tenté de me défendre. Monsieur Dubois a toujours eu une vision à long terme? A-t-il dit. Ces difficultés sont passagères. Léo l'a balayé d'un revers de main. Jean-Pierre. Avec tout le respect que je vous dois. Votre loyauté vous aveugle. Nous ne sommes plus dans les années 80. Le monde a changé. Il faut un leadership fort et moderne. Pas de la nostalgie. Il a ensuite annoncé une série de mesures drastiques, gel des salaires, audit complet de tous les départements, et la possible vente d'une autre parcelle. Il se positionnait en homme providentiel, le seul capable de naviguer dans la tempête qu'il avait lui-même contribué à créer. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des employés inquiets, des fournisseurs nerveux, des banquiers prudents. Je répondais à tout le monde d'une voix faible, les renvoyant vers Léo. Mon fils gère tout maintenant. Je ne suis plus au courant. Faites-lui confiance. Chaque phrase était un mensonge qui me coûtait. Mais chaque mensonge renforçait la crédibilité de mon effondrement. Je tissais la toile dans laquelle Léo allait bientôt se retrouver piégé. Mais j'étais moi-même l'araignée au centre, m'enfermant dans ma propre solitude. Un soir, Bastien est venu me voir. Il avait l'air soucieux.
Il a posé sa mallette en cuir sur la table et en a sorti un document. C'est une demande de mise sous tutelle ? A-t-il dit sans préambule. Déposée par Léo ce matin au tribunal. Il utilise le rapport du docteur Leroy et la vente de la parcelle des Amandiers comme preuve principale de ton incapacité à gérer tes propres intérêts. Il demande à être nommé tuteur légal de tes biens. J'ai pris le document. Les mots juridiques, froids et précis, décrivaient ma déchéance. Altération de ses facultés mentales, prodigalité, risque pour le patrimoine familial. C'était signé Léo Dubois. Mon fils. Je n'ai rien dit. J'ai simplement replié le papier. Le juge va nommer un expert médical indépendant ? A continué Bastien. La comédie va devenir beaucoup plus risquée. Alain. Si cet expert découvre la supercherie. Il ne la découvrira pas. Ai-je coupé ? Parce que d'ici à ce qu'il soit nommé, tout sera terminé. Bastien m'a regardé. Perplexe. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que Léo vient de commettre l'erreur qu'il ne fallait pas. Il est devenu trop confiant. Il pense avoir gagné. Il est temps de déclencher la suite. Il est temps de faire entrer Chloé en scène. Pour le coup de grâce. Mon regard s'est durci. La tristesse laissait place à une détermination glaciale. Appelle les parents d'Antoine de Villeroy. Bastien. Dis-leur que tu as une information confidentielle et urgente à leur communiquer concernant la situation financière réelle du domaine du bois. Dis-leur que leur fils est sur le point d'épouser la fille d'un homme ruiné. Bastien a blêmi. Alain. Tu ne peux pas faire ça. C'est d'une cruauté sans nom pour Chloé. Cruelle ? Ai-je rétorqué. Ma voix vibrant d'une colère contenue. Est-ce plus cruel que d'utiliser son propre père malade comme un distributeur de billets ? Est-ce plus cruel que de vendre son nom pour un titre de noblesse vide ? Non. Bastien. Ce n'est pas de la cruauté. C'est une leçon. La plus dure de toutes. Elle voulait un mariage digne d'un conte de fées. Elle va avoir une confrontation avec la réalité. La tempête n'était plus à l'horizon. Elle était sur nous. Et j'allais m'assurer qu'elle emporterait toutes les illusions sur son passage. L'appel de Bastien à la famille Villeroy fut d'une efficacité redoutable. Il n'a pas eu besoin de mentir. Il a simplement présenté les faits. Tels que Léo les avait lui-même orchestrés pour me discréditer, la vente précipitée d'une parcelle historique. Les rumeurs de difficultés financières. La procédure de mise sous tutelle. Présentée sous cet angle. Sans le contexte de ma supercherie. Les informations étaient accablantes. Pour une famille comme les Villeroy, dont le blason était la seule richesse. L'idée d'une alliance avec un nom au bord du scandale et de la faillite était inacceptable. La sentence est tombée 2 jours plus tard. Pas par un appel téléphonique digne, ni par une lettre manuscrite. Chloé l'a appris par un texto laconique de son fiancé. Antoine, je suis désolée. Mes parents s'opposent à notre union. C'est fini. Elle est arrivée à l'hôpital comme une furie. Elle n'a même pas frappé. Elle a poussé la porte si violemment qu'elle a heurté le mur. Elle n'était plus la princesse en larmes de la dernière fois. Son maquillage avait coulé. Ses cheveux étaient en désordre. Elle tenait son téléphone à la main comme une arme. Ses yeux brûlaient de haine. C'est ta faute. A-t-elle hurlé ? La voix brisée par une rage hystérique. Tout est de ta faute. Les infirmières se sont précipitées vers la porte. Mais je leur ai fait signe de s'éloigner. Je voulais que cette scène se déroule sans témoin. Chloé. Calme-toi. De quoi parles-tu ? Ai-je demandé, gardant mon masque de vieillard confus. Ne joue pas à l'idiot avec moi. A-t-elle craché, s'approchant du lit. Antoine m'a quitté.
Il m'a jeté comme une malpropre. Sa famille a tout annulé. Ils disent que tu es fou. Que le domaine est en faillite. Tu as tout détruit. Ma vie. Mon avenir. Elle brandissait son téléphone sous mon nez, me montrant le message. C'est à cause de toi et de ta stupide maladie. À cause de Léo et de son ambition démesurée. Vous avez tout gâché. Ma chérie. Je suis désolée pour toi. Mais. Ne m'appelle pas ma chérie. A-t-elle interrompu? Sa voix montant d'une octave. Tu n'as jamais été désolée pour personne d'autre que toi-même. Toute ta vie. Tu nous as traités comme des extensions de ton ego. Léo devait être ton successeur parfait. Moi la princesse parfaite qui ferait un mariage parfait. Nous n'avons jamais été des personnes pour toi. Juste des pions dans ton jeu de pouvoir. Ces mots, aussi injustes soient-ils, contenaient une parcelle de vérité qui m'a blessée plus que je n'aurais voulu l'admettre. Avais-je été ce père-là? Obsédé par mon œuvre au point de négliger l'âme de mes enfants? Tu n'as jamais su m'aimer? A-t-elle continué? Les larmes coulant maintenant librement. Des larmes de rage et de désespoir. Maman. Elle savait. Elle me comprenait. Mais toi. Tu n'as jamais rien compris. Tu ne sais parler qu'aux ceps de vigne. Tu ne sais aimer que la terre. Eh bien. Tu peux la garder. Ta terre. Tu peux mourir seul avec elle. Cette dernière phrase. Elle l'a criée avec une telle violence que le souffle m'a manqué. Elle venait de me souhaiter la mort. Ma propre fille. Le choc a été si brutal que j'ai failli abandonner mon rôle. J'ai senti une douleur aiguë dans ma poitrine. Bien réelle celle-là. Elle a dû voir quelque chose changer sur mon visage. Car sa fureur s'est calmée d'un coup. Remplacée par une sorte d'épuisement. Elle a reculé. Secouant la tête comme pour chasser ses propres paroles. J'ai tout perdu. A-t-elle murmuré? Avant de tourner les talons et de s'enfuir de la chambre en sanglotant. Je suis restée là. Le silence retombant lourdement sur moi. Tu peux mourir seule avec elle. Ces mots résonnaient dans ma tête. C'était le point de non-retour. La blessure la plus profonde. Le moment où j'ai compris que mon plan, même s'il réussissait, me laisserait des cicatrices incurables. L'implosion de Chloé a servi les intérêts de Léo à merveille. Il a utilisé cet éclat comme une preuve supplémentaire de l'instabilité qui rongeait notre famille. Il a convoqué la réunion du conseil d'administration. C'était un petit conseil, composé de moi-même, représenté par Bastien, de Léo, et de 2 membres historiques, des amis de la famille qui détenaient des parts minoritaires. La réunion s'est tenue dans les bureaux du domaine, dans la salle de conférence qui donnait sur les chais. Bastien m'a raconté la scène par la suite. Léo était impérial. Calme. Méthodique. Il a présenté son dossier. Il a parlé de la détresse psychologique de sa sœur, de la mienne, des décisions commerciales irrationnelles que j'avais prises. Il a brandi la demande de mise sous tutelle, les articles de presse, les rapports financiers qu'il avait lui-même dramatisés. Il ne s'agit plus de savoir si nous devons agir. Mais comment? A-t-il conclu d'une voix grave. Pour la survie du domaine du bois, je demande que les pleins pouvoirs exécutifs me soient transférés, jusqu'à ce que mon père soit de nouveau en état, si jamais il le redevient, de prendre des décisions éclairées. Les 2 autres membres du conseil, des hommes âgés et conservateurs, étaient visiblement ébranlés. Ils me connaissaient depuis toujours. Mais les preuves que Léo avançait étaient solides. Et la peur de voir un patrimoine centenaire s'effondrer était la plus forte. Bastien, jouant son rôle d'avocat loyal mais dépassé,
A tenté de temporiser. Léo. C'est une mesure très grave. Ton père. Mon père est malade. L'a coupé Léo avec force. Et notre premier devoir est de protéger ce qu'il a bâti. Même contre lui-même si nécessaire. Je vous demande de voter. Le vote a eu lieu. À main levée. Les deux administrateurs, le cœur lourd, ont levé la main en faveur de Léo. Bastien s'est abstenu. Avec la majorité, Léo devenait de fait le seul maître à bord. Il avait gagné. Il avait détrôné son père. Quant à Julien, il avait assisté à la débâcle de loin. Il n'avait pas répondu aux appels paniqués de Chloé. Il n'avait pas cherché à me contacter. Il s'était réfugié dans son atelier parisien. Il a posté sur les réseaux sociaux des photos de ses nouvelles toiles. Des œuvres sombres, tourmentées, pleines d'éclaboussures de noir et de rouge. C'était sa seule réponse. Il transformait la tragédie familiale en matière artistique. Une façon de se dédouaner de sa propre lâcheté. De donner une justification noble à son silence. Il se cachait derrière son art. Comme Chloé se cachait derrière le luxe. Et Léo derrière l'ambition. Chacun avait sa propre drogue pour échapper à la réalité de ce qu'ils étaient devenus. Le soir même, Léo est venu à l'hôpital. Il n'avait plus son masque de fils inquiet. Son visage était celui d'un vainqueur. Il n'a pas montré de triomphe arrogant, mais une sorte de gravité solennelle. Ce qui était encore pire. C'est fait. Papa, a-t-il dit en posant sa mallette sur la table de chevet. Le conseil m'a confié les rênes. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Crois-moi. Mais il le fallait. Pour le bien de tous. Je l'ai regardé sans répondre. Maintenant, tu peux te reposer en paix, a-t-il ajouté. Je vais tout remettre en ordre. Le domaine est entre de bonnes mains. Il se voyait vraiment comme un sauveur. La conviction d'avoir raison, d'agir pour le bien commun, est la plus dangereuse des illusions. Il était si sûr de lui, si aveuglé par son succès, qu'il ne voyait pas le sol se dérober sous ses pieds. Il s'est levé pour partir. Sur le seuil de la porte, il s'est retourné. Au fait, concernant la procédure de tutelle, mon avocat va contacter Bastien. Ce sera juste une formalité maintenant. C'était son dernier coup. La prise de contrôle total. Non seulement sur mon entreprise, mais sur ma vie. Il allait devenir mon geôlier légal. J'ai hoché la tête lentement. Comme un homme vaincu. Mais à l'intérieur, une flamme froide brûlait. Il venait de tomber tête la première dans mon piège. Le roi était nu. Mais il ne le savait pas encore. Le moment de la dernière scène, de la confrontation finale, était arrivé. La victoire de Léo avait un goût de cendre. Il était le nouveau maître du domaine, mais il régnait sur un royaume au bord du chaos. Les employés étaient méfiants. Les banques exigeaient des garanties. Et l'ombre de mon effondrement planait sur chaque décision. Il était pris à son propre piège, pour justifier sa prise de pouvoir. Il avait dû peindre un tableau si noir de la situation qu'il avait lui-même du mal à en sortir. Il passait ses journées en réunion de crise, tentant de rassurer des gens qui ne le voyaient que comme un usurpateur. C'est dans ce climat de tension que j'ai décidé de jouer ma dernière carte. J'ai demandé à Bastien de convoquer mes 3 enfants dans ma chambre d'hôpital. Officiellement, c'était pour une réunion de famille afin de discuter de l'avenir et de clarifier la situation suite aux récents événements. J'ai insisté pour que tous les 3 soient présents. Simultanément. C'était la première fois qu'ils se retrouveraient dans la même pièce depuis le début de la crise. Ils sont arrivés séparément. À quelques minutes d'intervalle.
chacun portant les stigmates de ses propres batailles. Léo. Le visage fermé. Les traits tirés par la fatigue et le stress du pouvoir. Il a à peine jeté un regard à ses cadets. Chloé. Le visage bouffi. Les yeux vides de toute lueur. Elle s'est assise le plus loin possible des autres, enveloppée dans un silence hostile. Et Julien, mal à l'aise, fuyant le regard de tout le monde, se tortillant sur sa chaise comme un accusé attendant son verdict. L'air dans la petite chambre était irrespirable, chargé de reproches muets et de ressentiments. Je les ai laissés mariner dans ce silence pendant une longue minute. J'étais assis dans mon lit, le dos appuyé contre plusieurs oreillers. Je m'étais efforcé de paraître plus faible, plus fragile que jamais. Ma voix, quand j'ai parlé, n'était qu'un murmure cassé. Merci d'être venu. Personne n'a répondu. Je sais que les choses ont été difficiles. Pour vous tous. Je ne voulais pas ça. J'ai marqué une pause, feignant une quinte de tout. Le docteur dit qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir d'amélioration. Ma mémoire. Mon jugement. Tout s'en va. Léo. Tu as bien fait de prendre les choses en main. Tu es fort. Plus fort que moi maintenant. Léo a eu un bref hochement de tête, acceptant mon hommage comme un dû. Mais j'ai tout gâché. Ai-je continué? Une fausse larme perlant au coin de mon œil. J'ai entendu dire que le domaine était perdu. Que les banques allaient tout saisir. Est-ce vrai? Je regardais Léo. Il était piégé. S'il disait non, il contredisait tout ce qu'il avait affirmé pour prendre le pouvoir. S'il disait oui, il admettait son échec à redresser la situation. La situation est compliquée. Papa, a-t-il répondu prudemment. Mais je la maîtrise. Non. Ai-je insisté? Secouant la tête. Ne me mentez plus. Je le sais. C'est fini. Tout ce pourquoi votre mère et moi avons travaillé. Parti en fumée. J'ai laissé ma tête retomber sur l'oreiller, dans un geste de défaite totale. Je vous ai fait venir pour une dernière chose. Un dernier acte de père. J'ai fait un signe de tête à Bastien, qui se tenait en retrait près de la fenêtre. Il s'est approché, le visage grave, et a posé 3 mallettes identiques, en cuir noir, sur la table qui enjambait mon lit. Elles ont produit un son lourd et mat. Le regard de mes 3 enfants s'est instantanément fixé sur elles. Qu'est-ce que c'est? A demandé Chloé. Sa curiosité perçant son apathie. C'est tout ce que j'ai pu sauver? Ai-je murmuré. Avant de perdre la tête? J'ai eu une dernière lueur de lucidité. J'ai anticipé le désastre. J'ai vidé mes comptes personnels. Mes derniers placements. J'ai tout converti en liquide. J'ai fait une pause pour laisser l'information infuser. Dans chaque mallette, il y a 1 million d'euros. Le silence qui a suivi fut assourdissant. 1 million. Le chiffre flottait dans l'air. Irréel. J'ai vu le calcul se faire dans leurs yeux. J'ai vu la cupidité remplacer la méfiance. La surprise. La colère. C'est pour vous. Ai-je poursuivi. Un pour chacun. C'est tout ce qu'il me reste. Tout ce que je peux vous laisser. Le domaine est perdu. Le nom des Dubois est sali. Mais cet argent peut vous permettre de recommencer. Loin d'ici. Loin de cet échec. Léo me regardait avec une suspicion intense. Pourquoi?
Pourquoi ferais-tu ça? Parce que vous êtes mes enfants? Ai-je dit. Ma voix se brisant avec une sincérité feinte. Et que je vous ai conduit à la ruine. C'est ma seule façon de me racheter. J'ai tendu une main tremblante vers les mallettes. Mais il y a une condition. Une seule. Bastien a posé un document et un stylo sur la table, à côté des mallettes. C'est un simple document légal, a expliqué l'avocat d'une voix neutre. Un accord de renonciation. En le signant, vous renoncez à tout droit sur la succession future de votre père. Vous renoncez à l'héritage, quel qu'il soit, y compris les dettes. C'est une rupture nette. Vous prenez l'argent et vous partez. Vous n'aurez plus aucune obligation envers le domaine du bois. Et le domaine du bois n'aura plus aucune obligation envers vous. C'est une façon de vous protéger de la faillite à venir. Le dilemme était posé. Brutal et simple. D'un côté, un héritage incertain. Probablement un tas de dettes. Et un nom en disgrâce. De l'autre, 1 million d'euros. Cash. Immédiatement. La liberté. Léo a été le premier à réagir. Il a pris le document. L'a lu en diagonale. Son cerveau d'homme d'affaires tournait à plein régime. Il avait le contrôle de l'entreprise. Mais il savait mieux que quiconque qu'elle était dans une position précaire. 1 million. Net d'impôts. Sans les tracas de la gestion de crise. Sans la honte de la faillite. C'était une porte de sortie inespérée. Il pensait probablement pouvoir revenir plus tard. Une fois la poussière retombée. Et racheter les restes du domaine pour une bouchée de pain. C'était un pari sans risque. Il a pris le stylo. C'est la meilleure solution pour tout le monde? A-t-il déclaré. Comme pour se convaincre lui-même. Sa signature était nette. Précise. Il a poussé le papier vers sa sœur. Chloé n'a pas hésité une seconde. Pour elle, le domaine était déjà mort. Le nom du bois était une source de honte. Son mariage était annulé. Sa vie sociale détruite. 1 million d'euros. C'était la promesse d'une nouvelle vie. Un nouveau départ à Paris. Ou ailleurs. Loin de Bordeaux. Loin de ses échecs. Elle a signé sans même lire. Le regard fixé sur la mallette qui lui était destinée. Restait Julien. Il était le plus pâle des trois. Il regardait le document. Puis moi. Puis le document à nouveau. Je pouvais voir la lutte sur son visage. Une partie de lui. La petite partie qui restait de l'enfant qui m'admirait. Hurlait que c'était une erreur. Mais l'autre partie. La partie lâche et pragmatique qui avait déjà accepté l'argent de Léo. Voyait là une occasion unique. Plus de dépendance. Plus besoin de quémander. La liberté de peindre ce qu'il voulait. Où il voulait. Sans jamais plus avoir à rendre de compte. Papa. A-t-il commencé? La voix étranglée. C'est pour ton bien? Julien. Ai-je murmuré. Prends-le. Sois libre. Ces mots ont été le coup de grâce. J'avais transformé sa prison dorée en un acte de libération. Il a fermé les yeux. A pris le stylo. Sa signature était tremblante. Presque illisible. Mais elle était là. C'était fait. Tous les trois avaient signé. Ils avaient vendu leurs droits d'aînesse pour un plat de lentilles. Ils avaient échangé leur héritage. Leur histoire. Leur nom. Contre une valise de billets. J'ai regardé Bastien. Il a hoché la tête. Alors. Lentement. Très lentement. Je me suis redressée dans le lit. J'ai retiré les oreillers derrière mon dos. Un par un.
Je me suis assis bien droit, le dos contre la tête de lit. J'ai porté la main à ma tempe et j'ai massé le point où je feignais d'avoir mal depuis des semaines. Puis j'ai regardé mes enfants. Mon regard n'était plus celui d'un vieillard confus. Il était redevenu ce qu'il avait toujours été, celui d'Alain Dubois. Le regard d'un loup. Froid. Perçant et sans pitié. Merci. Ai-je dit. Ma voix n'était plus un murmure. Elle était claire, forte et résonnait dans le silence de la chambre. La pièce est terminée. Vous pouvez disposer. Le changement fut si soudain, si total, que mes enfants restèrent figés, comme frappés par la foudre. L'expression sur leur visage passa de la cupidité satisfaite à une incrédulité totale, puis à une horreur grandissante. Ils me dévisageaient comme s'ils voyaient un fantôme se lever de sa tombe. Léo, le premier, retrouva la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Papa? C'est une sorte de mauvaise blague? Une blague? Ai-je répondu? Ma voix dure comme la pierre. Non. Léo. Ce n'était pas une blague. C'était un test. Et vous venez tous les trois d'échouer. Lamentablement. Je me suis levée du lit. Pour la première fois depuis des semaines, je me tenais debout devant eux, en pyjama d'hôpital, mais plus droit et plus imposant que jamais. J'ai arraché la perfusion de mon bras d'un geste sec. Une petite goutte de sang a perlé. C'était la seule chose de réel dans toute cette mascarade. Il n'y a jamais eu d'AIT. Ai-je annoncé. Pas de confusion mentale. Pas de perte de mémoire. Juste un père qui voulait voir jusqu'où ses enfants étaient prêts à aller pour l'enterrer avant l'heure. Bastien s'est approché de la table, a pris le document signé et l'a soigneusement plié avant de le ranger dans sa mallette. Son visage était impassible. Mais je connaissais mon ami. Il jubilait intérieurement. Quoi? A bégayé Chloé. Mais. Le docteur. L'hôpital. Le docteur Leroy est mon ami depuis 40 ans. Le directeur de cet établissement me doit quelques services. Et les acteurs? Quand ils sont bons, peuvent être très convaincants. N'est-ce pas? Je les ai regardés un par un, savourant leur désarroi. Toi, Léo, ai-je commencé? Pointant un doigt accusateur vers lui. Tu étais si pressé de prendre ma place que tu as vendu ton âme à notre pire ennemi. Tu as comploté dans mon dos. Tu as saboté mon entreprise. Tu as menti à tout le monde, y compris à toi-même, en te persuadant que c'était pour le bien du domaine. Bastien, à mon signal, a sorti une tablette de sa mallette. Il a appuyé sur l'écran. La voix de Léo, claire et distincte, a empli la pièce. C'était l'enregistrement d'une de ses conversations téléphoniques avec Mercier, que mon ami avocat avait réussi à obtenir grâce à un détective privé. On l'entendait distinctement donner des informations confidentielles sur le contrat américain. Léo est devenu livide. Il a ouvert la bouche pour protester. Mais aucun son n'en est sorti. Et la parcelle des amandiers. Ai-je continué? Tu pensais que j'étais devenu sénile en la vendant? C'était l'appât. Mon garçon. Un appât empoisonné. Bastien a inclus dans l'acte de vente une clause de rachat prioritaire en cas de manquement éthique avéré de la part de l'acheteur dans les 6 mois suivant la transaction. Et fournir des preuves que Mercier a obtenu des informations par espionnage industriel? Grâce à toi. Sera un jeu d'enfant. Non seulement nous allons récupérer notre terre, mais nous allons le poursuivre en justice et le ruiner. Le domaine du bois n'est pas en faillite? Léo. Il est sur le point de devenir plus puissant que jamais. Mon regard s'est tourné vers Chloé.
Elle tremblait, se faisant toute petite sur sa chaise. Toi, ma fille. Ta seule préoccupation était ton mariage de pacotille. Ta seule loyauté allait à un titre et à un compte en banque. Tu as piétiné la mémoire de ta mère. Tu m'as souhaité la mort. Tout ça pour une vie de fausse noblesse qui s'est évaporée à la première rumeur de difficulté. Tu as tout misé sur l'apparence, et tu te retrouves avec rien. Elle a éclaté en sanglots. Des sanglots bruyants et désordonnés. Cette fois, il n'y avait pas de mascara à préserver. Enfin, je me suis tournée vers Julien. Il était recroquevillé sur lui-même, le visage caché dans ses mains. Et toi? Le rebelle. L'artiste. Celui qui se croyait au-dessus de tout ça. Tu as vu ton frère comploter? Et tu t'es tu. Tu as vendu ton silence pour quelques milliers d'euros par mois. Tu as troqué ta conscience contre le confort de ne pas avoir à choisir ton camp. Tu es peut-être le pire des trois. Julien. Parce que tu savais. Tu savais que c'était mal. Et tu n'as rien fait. Il a relevé la tête. Ses yeux étaient pleins de larmes et de honte. Je suis désolé. Papa. A-t-il articulé. Désolé? Ai-je ricané? Le son rempli de mépris. C'est un peu tard pour les regrets. Vous aviez tout le choix. À chaque étape. Vous auriez pu me défendre. Vous auriez pu vous parler. Vous auriez pu être une famille. Mais vous avez choisi l'égoïsme. L'ambition. La lâcheté. Je me suis approchée de la table et j'ai posé mes mains à plat sur les 3 mallettes. Vous avez fait votre choix final il y a quelques minutes. Vous avez signé ce papier. Vous avez renoncé à votre nom. À votre histoire. À votre père. Pour de l'argent. J'ai ouvert l'une des mallettes d'un coup sec. Elle était remplie de liasses de billets. Des billets de 500 €. Impeccable. Le regard de Chloé s'est illuminé une fraction de seconde à travers ses larmes. L'argent est bien réel? Ai-je dit. Je ne suis pas un monstre à ce point. 1 million d'euros chacun. C'est le prix que vous avez fixé pour votre héritage. C'est le prix de votre liberté. Léo a relevé le menton, tentant une dernière fois de sauver la face. Très bien. C'est ce que tu voulais? Que nous partions? Nous allons partir. Mais tu finiras seul. Seul? Ai-je répété? Un sourire triste étirant mes lèvres. Je suis seule depuis bien longtemps? Léo. Je ne m'en rendais simplement pas compte. Aujourd'hui. Au moins. Les choses sont claires. Je n'ai plus d'illusions. Je me suis reculée de la table. Prenez vos mallettes. Et partez. Le document que vous avez signé est parfaitement légal. Maître Lefebvre s'en assurera. À partir de cet instant, vous n'êtes plus rien pour moi. Ni héritier, ni successeur. Juste 3 étrangers à qui j'ai fait un don généreux. Mes paroles sont tombées dans la pièce comme des couperets. C'était irrévocable. Définitif. Considérez cet argent non pas comme un héritage, mais comme une indemnité de licenciement. Le licenciement de votre rôle de mes enfants. Maintenant, sortez. Sortez de ma vie. Personne n'a bougé pendant un long moment. Ils étaient sonnés. Anéantis. Puis, Léo, le visage de marbre, s'est levé le premier. Il a pris sa mallette sans un mot. Sans un regard en arrière. Et il est sorti. Chloé l'a suivi. Le visage dévasté. Traînant sa mallette comme un fardeau. Julien est resté le dernier. Il s'est levé. Mais au lieu de prendre sa mallette,
Il a fait un pas vers moi. Papa. Je t'en prie. Il n'y a plus de papa. Ai-je coupé net? Ma voix ne tremblant pas. Prends ton argent et va-t'en. Julien. Va peindre ta culpabilité sur tes toiles. Il a reculé comme si je l'avais frappé. Il a regardé la mallette. Puis moi. Finalement. Il l'a saisie et est sorti à son tour. La tête basse. Je me suis retrouvée seule dans la chambre. Avec Bastien. Le silence était total. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé le parc en contrebas. J'ai vu 3 silhouettes distinctes sortir de l'hôpital. Chacune portant une mallette noire. Elles ne marchaient pas ensemble. Chacune a pris une direction différente. Léo vers le parking. Sans doute pour retourner au domaine et récupérer ses affaires. Chloé vers la station de taxi. Pour fuir le plus loin possible. Et Julien est resté un instant immobile sur le trottoir. Avant de se mettre à marcher sans but. La tête perdue. J'avais gagné. J'avais sauvé mon domaine. J'avais démasqué les traîtres. J'avais orchestré ma victoire de main de maître. Alors pourquoi avais-je l'impression d'avoir tout perdu? Bastien a posé une main sur mon épaule. Ça va aller? Alain? Je n'ai pas répondu. J'ai simplement continué à regarder dehors. Longtemps après qu'ils aient disparu. La pièce était terminée. Mais il n'y avait ni soulagement. Ni joie. Seulement le vide. Le grand vide glacial de la victoire. Les 6 mois qui ont suivi ont été d'une efficacité redoutable. Le domaine du bois, libéré de l'influence toxique de Léo, a connu une renaissance. Ma contre-attaque contre la maison Mercier fut chirurgicale. Les preuves de leur espionnage industriel, alimentées par les enregistrements de Léo, étaient irréfutables. Acculés, ils n'ont eu d'autre choix que de nous revendre la parcelle des amandiers à un prix dérisoire pour éviter un procès retentissant qui aurait anéanti leur réputation. J'ai profité de leur faiblesse pour racheter certaines de leurs dettes et même quelques-uns de leurs contrats. Le loup n'avait pas seulement repoussé le vautour, il lui avait arraché des plumes. J'ai réembauché les employés que Léo avait licenciés, augmenté les salaires et restauré la confiance. J'ai recommencé à parcourir mes vignes chaque matin. Le cœur plus léger sur le plan professionnel, mais lourd d'une absence indéfinissable. Les affaires prospéraient. Les critiques de vin saluaient le retour en force du patriarche du bois. J'avais gagné sur tous les fronts. Et pourtant, chaque soir, je rentrais dans un château immense et silencieux. La grande salle à manger restait vide. Les 3 chaises qui me faisaient face n'étaient plus seulement vides. Elles étaient devenues les monuments d'un cimetière familial. Je n'ai eu aucune nouvelle directe de Léo. Bastien m'a informé qu'il avait quitté Bordeaux le soir même de la confrontation. Il aurait tenté de monter une affaire d'import-export de vin à Dubaï. Loin. Le plus loin possible de la honte. Il avait utilisé son 1 million d'euros pour acheter une nouvelle vie. Une nouvelle identité. Celle d'un homme d'affaires sans passé. Sans racines. Il avait choisi l'exil. Chloé était restée à Paris. Elle avait abandonné les cercles mondains où son histoire était devenue la risée. Elle aurait, dit-on, ouvert une petite galerie d'art dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Une galerie modeste, loin du faste qu'elle avait toujours recherché. Peut-être qu'en perdant tout, elle avait trouvé quelque chose de plus authentique. Ou peut-être se contentait-elle de survivre, entourée de la beauté des œuvres des autres pour oublier la laideur de la sienne. Je ne le savais pas. Je n'ai jamais cherché à le savoir. De Julien, je n'avais aucune nouvelle. Il avait disparu des réseaux sociaux. Son téléphone était désactivé. Il s'était volatilisé. J'ai secrètement demandé à Bastien de le faire rechercher par un détective.
On a retrouvé sa trace dans un petit village du Luberon, en Provence. Il n'avait pas touché à son million d'euros. Le compte en banque était intact. Il vivait simplement, peignant non plus pour la gloire ou pour les galeries parisiennes, mais pour lui-même. Le rapport du détective contenait une photo de lui, prise de loin. Il était assis sur une colline, devant un chevalet, face à un champ de lavande. Il avait l'air apaisé. Peut-être que de nous trois, il était le seul à avoir trouvé une forme de paix. La paix de celui qui a tout abandonné, y compris l'argent. Le temps passait. Les saisons changeaient. Les vignes passaient du vert luxuriant de l'été au pourpréor de l'automne. La récolte de cette année-là fut exceptionnelle. Une qualité que je n'avais pas vue depuis 20 ans. Un soir, alors que je dégustais le premier jus fraîchement pressé dans le chai, Jean-Pierre, mon maître de chai, s'est approché de moi. C'est un millésime qui entrera dans l'histoire. Monsieur Dubois. Votre épouse. Hélène. Elle aurait été si fière. Ces mots, pleins de bienveillance, ont rouvert une blessure que je croyais refermée. Fière? Fière de quoi? D'un vin exceptionnel né de la destruction de ma famille? Le succès a parfois un goût amer? Jean-Pierre. Ai-je simplement répondu. Ce soir-là, je suis montée au grenier. J'ai ouvert une vieille malle en bois qui sentait la poussière et le temps. À l'intérieur, il y avait les trésors qu'Hélène avait conservés. Les premiers dessins de Julien. Le premier bulletin de notes parfait de Léo. Une mèche de cheveux blonds de Chloé bébé. Des photos. Des centaines de photos. Des sourires. Des rires. Des vacances à la mer. Des anniversaires. Des Noëls autour du grand sapin dans le salon. Une famille. Une famille qui avait existé. Un jour. Je suis restée là pendant des heures, submergée par une vague de chagrin si puissante qu'elle m'a presque noyée. Qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné? Où m'étais-je trompée? Était-ce mon amour? Trop exigeant? Trop possessif? Était-ce leur faiblesse? Ou était-ce simplement le poison lent de l'argent et de l'héritage qui avait corrompu tout ce qu'ils touchaient? Il n'y avait pas de réponse simple. Seulement une douleur sourde et infinie. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je suis retournée à ce perron brumeux où mon histoire, ma narration, avait commencé. J'ai sorti les 3 valises du grenier. Dans celle de Léo, j'ai placé son bulletin de notes et une photo de lui sur mes épaules. Le jour de ses 10 ans. Dans celle de Chloé, la mèche de cheveux et le petit bracelet de naissance qu'elle portait. Dans celle de Julien, ses dessins d'enfant et son premier pinceau. J'ai ajouté dans chaque valise une seule bouteille du nouveau millésime. La cuvée 2023. Le vin de la victoire. Le vin de la solitude. J'ai ensuite appelé Bastien. J'ai une dernière mission pour vous. Mon ami. Faites livrer ces 3 valises. Sans un mot. Juste les valises. Alain. Es-tu sûr? A-t-il demandé. Après tout ce temps. Je suis sûr. Ce n'est pas un pardon. Ni une invitation à revenir. C'est juste. Un point final. Un testament. Pas celui qui parle d'argent ou de terre. Mais celui qui parle de ce qui a été. Et de ce qui ne sera plus jamais. J'ai regardé les 3 valises, alignées devant moi. J'ai pensé à Léo à Dubaï, à Chloé à Paris, à Julien en Provence. Recevrait-il ce message? Comprendrait-il? Et si oui, que ressentirait-il? De la nostalgie? Du regret? Ou rien du tout?
Je ne le saurai jamais. Mon testament n'était pas écrit sur du papier légal, mais dans le silence qui s'étendait entre nous. Un silence aussi vaste et aussi vide que le ciel d'hiver au-dessus de mes vignes. J'avais sauvé mon héritage. Mais à quel prix? J'étais le roi d'un royaume magnifique. Un roi sans héritier. Un père sans enfant. J'ai regardé mes mains. Des mains de vigneron. Usées par la terre. J'ai passé ma vie à cultiver des racines. Et à la fin, je me rendais compte que j'avais arraché les miennes. La brume a commencé à se dissiper, laissant apparaître un soleil pâle. Une nouvelle journée commençait au domaine du bois. Une autre journée. Seule.